Elle a été engagée pour être la nounou. Mais le premier jour, elle a accidentellement enfermé le PDG millionnaire dans la cave. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires, quelle est l'erreur la plus embarrassante que vous ayez jamais commise dans un nouvel emploi? Et à la fin de l'histoire, n'oubliez pas de lui attribuer une note de 0 à 10. Bonne lecture. Le clic de la vieille serrure en fer fut sec et horriblement définitif. Rebecca Morgan se figea, la main encore posée sur la clé ornée et ridiculement surdimensionnée. Elle l'agita. Rien. Elle la tourna dans l'autre sens. Toujours rien. Une peur froide et sourde commença à lui nouer l'estomac. « Non, non, non » chuchota-t-elle, en tirant sur la lourde porte en chêne. Elle ne bougea pas. Pas même d'un millimètre. Cela ne pouvait pas arriver. C'était son premier jour, sa première heure pour être précis. Elle avait été engagée comme nounou pour la prestigieuse famille Powers. L'agence lui avait donné des instructions strictes. Être professionnelle, être discrète et par-dessus tout, ne pas déranger Mr. Powers, qui travaillait depuis son bureau à domicile et tenait à sa vie privée plus que tout. La gouvernante, une femme aimable mais agitée nommée Martha, lui avait fait visiter le manoir caverneux, lui montrant la salle de jeu, la cuisine et enfin la vieille porte de la cave. Cette porte coince, avait prévenu Martha, la voix basse, comme si elle parlait d'une malédiction familiale. C'est une très vieille serrure. Soyez juste prudente. Rebecca avait seulement voulu se rendre utile. Elle avait vu que la clé était restée dans la serrure avec un angle bizarre et avait pensé la redresser. Un petit tour vers la droite. Un clic satisfaisant. Et maintenant ceci. De l'autre côté de la porte, une voix d'homme, calme mais empreinte d'une autorité glaciale qui lui fit parcourir un frisson dans le dos par là. Y a-t-il quelqu'un? Le sang de Rebecca se glaça. Elle n'avait pas réalisé que quelqu'un était là-bas. Martha avait dit que Mr. Powers était en réunion toute la journée. « Allô » répéta la voix, une pointe d'impatience s'y installant. « J'ai entendu le verrou. Venez-vous de verrouiller cette porte ?»« Peut-être. » bégaya Rebecca, sa voix n'étant plus qu'un petit cri pathétique. Il y eut une pause, suivie du bruit d'une main, essayant de tourner la poignée de l'intérieur. Elle cliqueta inutilement. « Déverrouillez-la maintenant » ordonna la voix. C'était le genre de voix qui ne faisait pas de suggestions. Elle donnait des ordres et s'attendait à ce qu'ils soient suivis instantanément. « J'essaie » dit Rebecca, sa propre voix montant de panique alors qu'elle luttait avec la clé. « Elle est coincée » avait dit la gouvernante. « Elle coince » Un lourd soupir de lassitude vint de l'autre côté de la porte. « Bien sûr qu'elle l'est. Qui êtes-vous » ? « Je suis Rebecca Morgan, la nouvelle nounou. » Une autre pause. Celle-ci fut plus longue, plus lourde, et remplie d'un sentiment d'horreur cosmique naissant. « Vous êtes la nounou, » dit la voix, chaque mot dégoulinant d'incrédulité. « Ma nouvelle nounou, et dès votre premier jour, vous avez réussi à m'enfermer dans ma propre cave. » Rebecca ferma les yeux très fort, souhaitant que le sol en marbre s'ouvre et l'engloutisse tout entière. Pour ma défense, c'est une serrure très déroutante. On dirait un truc sorti d'un château, médiéval. C'est un verrou allemand du 19e siècle. Ce n'est pas déroutant, c'est une antiquité, rétorqua la voix, la colère étant désormais clairement audible. Et je suis maintenant du mauvais côté. Comprenez-vous le problème? Oui, je comprends, s'écria Rebecca, tirant sur la clé de toutes ses forces. Je suis tellement désolé, monsieur. Je suis désolé. Je ne connais même pas votre prénom. L'agence avait juste dit « Mr. Powers ». « Je suis Mr. Powers », lâcha la voix. « Henry Powers, votre nouvel employeur, est probablement très temporaire. » Rebecca arrêta de tirer. Ses mains retombèrent le long de son corps. Henry Powers, le milliardaire solitaire PDG de Powers Corp, l'homme que l'agence avait décrit comme un génie et un ermite qui n'était plus le même depuis le décès de sa femme il y a 2 ans. Et elle venait de l'enfermer dans la cave. « Je suis tellement virée », chuchota-t-elle à la porte de chêne inflexible. « C'est une possibilité très sérieuse », répondit la voix de Henry sèche comme le désert. « Mais avant d'en venir à votre licenciement, pourriez-vous peut-être vous concentrer sur le problème plus immédiat de mon incarcération ?» « C'est vrai. D'accord. » Remobilisée, Rebecca renouvela son attaque sur la serrure. « Je peux arranger ça. Avez-vous une épingle à cheveux ?»« Une épingle à cheveux ?» L'incrédulité dans sa voix était palpable. « Avez-vous l'intention de crocheter la serrure ?» « Est-ce une compétence qu'on enseigne à l'école des nounous maintenant ?»
Je l'ai vu dans des films, dit-elle pour se défendre, cherchant une épingle dans ses cheveux. Ça ne peut pas être si difficile. Elle enfonça l'épingle dans le trou de la serrure et l'agita. Un petit morceau de métal se cassa à l'intérieur avec un léger ping. Rebecca se figea. « Oh oh! Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que... » Oh! La voix de Henry était dangereusement calme maintenant. Rien, un son joyeux. Le son du progrès. Mentit-elle frénétiquement en essayant de repêcher le morceau cassé avec son ongle. On aurait dit un morceau de métal se cassant à l'intérieur du mécanisme. « Vos oreilles sont très bonnes, » dit-elle avec une gaieté forcée. « D'accord, nouveau plan. Y a-t-il une autre sortie? » C'est une cave, mademoiselle Morgan. Elle a été spécifiquement conçue pour n'avoir qu'une seule entrée et une seule sortie pour des raisons de sécurité. L'ironie était si forte qu'elle en était presque étouffante. Rebecca appuya son front contre le bois frais de la porte, totalement vaincue. « D'accord, je vais devoir appeler un serrurier. » Une idée brillante. Pourquoi n'avez-vous pas suggéré cela avant de tenter une chirurgie? Amateur sur ma serrure antique, avec une épingle à cheveux? Demanda-t-il sarcastiquement. Je n'ai pas mon téléphone sur moi, admit-elle, la panique montant à nouveau. Je l'ai laissé dans mon sac dans la cuisine pour ne pas être distraite pour mon premier jour. Parce que je suis une professionnelle. Un gémissement de longue souffrance provint de la cave. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, Mr. Powers. Je vais trouver un téléphone. Cette maison doit bien avoir des téléphones, non? Des lignes fixes. Les gens en ont encore. Elle divaguait maintenant, son esprit s'emballant. Je reviens tout de suite. Ne bougez pas. Où irai-je exactement, mademoiselle Morgan? Cria-t-il au bruit de ses pas qui s'éloignaient. Mais elle était déjà partie, ses baskets grinçant sur le sol en marbre alors qu'elle courait à la recherche d'un téléphone. Henry Powers se tenait dans l'obscurité de sa cave, entouré d'ombres et de silence. Il passa une main sur son visage. Ce n'était pas ainsi que sa journée devait se dérouler. Il était seulement descendu ici pour un moment de paix. C'était l'anniversaire de sa défunte épouse. Et la cave était l'endroit où il gardait ses affaires, ses vieux tableaux, ses livres, sa collection de bibelots anciens. La serrure allemande du 19e siècle avait été son idée à elle, une touche excentrique et romantique qu'elle adorait. C'était maintenant sa prison. Et sa geôlière était une catastrophe ambulante qui pensait qu'on pouvait crocheter une serrure complexe avec une épingle à cheveux parce qu'elle l'avait vue dans un film. Il s'assit sur une vieille caisse en bois, l'odeur de lavande et de vieux papiers, provenant des affaires, de sa femme remplissant l'air. Il aurait dû être furieux. Il l'était. Mais sous la colère, une autre émotion plus étrangère bouillonnait, une sorte d'amusement stupéfait et incrédule. « Rebecca Morgan », murmura-t-il pour lui-même en secouant la tête. Il avait le sentiment que sa maison calme, ordonnée et très silencieuse allait devenir beaucoup plus bruyante. Rebecca sprinta à travers les couloirs opulents du manoir Powers, ses baskets grinçant comiquement sur le marbre poli. Un téléphone. Un téléphone. Mon royaume pour un téléphone, chantait-elle à voix basse. Un mantra de pure panique, viré avant même ma première pause goûter. Ça doit être un nouveau record. Elle dérapa dans la cuisine. Un vaste pays des merveilles en acier, inoxydable qui ressemblait plus à un plateau d'émission de cuisine télévisée qu'à une véritable pièce. Ses yeux balayèrent les comptoirs immaculés. Pas de téléphone. Elle vérifia le salon. Un espace si grand qu'il pourrait accueillir un petit mariage. Rien. Enfin, elle trouva Martha, la gouvernante, époussetant un vase en porcelaine qui coûtait probablement plus cher que toutes les études universitaires de Rebecca. « Martha », haleta Rebecca à bout de souffle, « urgence. J'ai besoin d'un téléphone et d'un serrurier. De préférence un qui fait des miracles sur les verrous allemands du 19e siècle. » Martha se tourna, un air serein et légèrement confus sur le visage. « Oh mon Dieu, un serrurier! Quelque chose est cassé? On peut dire ça. » Rebecca agita les mains frénétiquement. La porte de la cave. Elle est verrouillée et Mr. Powers est de l'autre côté. Les yeux de Martha s'agrandirent. D'horreur. Elle porta une main à sa poitrine. « Oh mon Dieu, pas encore. »« Encore » hurla Rebecca. « C'est déjà arrivé ?»« Eh bien, la serrure est très capricieuse, » dit Martha en se tordant les mains. Mrs. Powers, que Dieu ait son âme, disait toujours qu'elle avait une personnalité très têtue.
C'est une porte, Martha. Pas un adolescent d'humeur changeante, s'exclama Rebecca. Avez-vous le numéro du serrurier? Martha fronça les sourcils pour se concentrer. Voyons voir. Je crois qu'il est dans le carnet d'adresse, près du téléphone principal. Elle pointa un doigt, tremblant vers un petit bureau antique dans un coin. Rebecca se précipita et feuilleta le carnet relié en cuir. Elle le trouva à la lettre S. Serrurier. Le gaz avec la camionnette. Il n'y avait pas de numéro. « Il n'y a pas de numéro ?» cria Rebecca brandissant le carnet de désespoir. « Oh mon Dieu, je suppose que je l'appelle toujours directement. » dit Martha en tapotant son tablier. « Sur quoi, Martha ?»« Mon portable, bien sûr, » dit Martha, sortant un téléphone à clapet de sa poche avec les mouvements lents et délibérés d'un paresseux. Elle plissa les yeux vers le minuscule écran. « Voyons, où ai-je mis mes lunettes ?» 10 minutes agonisantes plus tard, Martha trouva enfin le numéro et passa l'appel. « Il dit qu'il peut être ici dans 3 heures, » annonça-t-elle, le visage désolé. « Il est sur un travail très difficile en ville. 3 heures. » Rebecca se sentit défaillir. Elle allait être coincée dans une maison avec un milliardaire, furieuse enfermée dans une cave pendant 3 heures. C'était officiellement le pire premier jour de l'histoire de l'emploi. Elle retourna d'un pas lourd vers la porte de la cave, porteuse de la mauvaise nouvelle. Elle frappa doucement. « Mr. Powers, c'est Rebecca. Avez-vous trouvé la clé de ma liberté ou juste une autre épingle à cheveux à sacrifier au dieu de la serrure ?» Sa voix revint pleine de sarcasme. « Une bonne et une mauvaise nouvelle, » dit-elle en s'appuyant contre la porte. « La bonne nouvelle est que j'ai appelé un serrurier. Et la mauvaise, c'est qu'il est sur une autre mission et ne sera pas là avant 3 heures. » Le silence venant de la cave fut si profond, si lourd de rage contenue, que Rebecca était sûre d'entendre sa tension artérielle monter. « Merveilleux !» finit-il par dire, la voix dangereusement basse. « Absolument merveilleux. 3 heures dans une cave sans Wi-Fi. Que me suggérez-vous de faire pour passer le temps, mademoiselle Morgan? Contempler la futilité de l'existence. Vous pourriez ranger, suggéra-t-elle faiblement. Ou peut-être faire une sieste. » Un rire sec et sans joie traversa la porte. « Je ne vais pas faire de sieste. Je suis censé être en conférence téléphonique avec Tokyo dans 20 minutes. Un appel qui déterminera le sort d'une fusion de 200 millions de dollars. » L'estomac de Rebecca se noua douloureusement. Elle ne l'avait pas seulement incommodée. Elle avait potentiellement fait dérailler tout son empire commercial international. « Oh mon Dieu, je peux essayer de leur expliquer. Avez-vous leur numéro ? » Oui, il est dans mon téléphone qui se trouve dans mon bureau au 3e étage. Pas comme vous l'avez peut-être remarqué, dans la cave. C'est à ce moment de catastrophe ultime que 2 petites silhouettes apparurent au bout du couloir. Une petite fille d'environ 7 ans, avec les yeux bleus sérieux de son père et de longs cheveux noirs, se tenait silencieusement avec un livre à la main. À côté d'elle, un garçon d'environ 5 ans, copie conforme de sa sœur, mais avec un sourire malicieux, traînait un dinosaure en plastique par la queue. « Qui es-tu » demanda le petit garçon, sa voix claire et forte dans le couloir silencieux. Le cœur de Rebecca s'arrêta. Les enfants. Dans sa panique, elle les avait complètement oubliés. Elle était la nounou. Elle était censée s'occuper d'eux. « Je suis Rebecca », dit-elle en forçant un sourire. « Je suis votre nouvelle nounou. » La petite fille, Lily, se contenta de fixer Rebecca, son expression étant indéchiffrable. Le garçon, Léo, marcha droit vers la porte de la cave et frappa. « Papa, tu es dans le donjon ?»« Je suis dans la cave, Léo. » La voix de Henri traversa la porte, son ton s'adoucissant instantanément, la rage glaciale remplacée par un soupir parental las. « Et ça commence à ressembler à un donjon, oui. » Les yeux de Lily s'agrandirent. Elle regarda la porte, puis Rebecca. « Est-ce que tu l'as enfermé ?» demanda-t-elle dans un chuchotement calme et sérieux. « C'était un accident, » dit Rebecca, se sentant toute petite. Léo pressa son oreille contre la porte. « Est-ce qu'il crie ?»« Papa ne crie pas. Il a crié un petit peu, » admit Rebecca. « Mais il est beaucoup plus calme maintenant. »« Je ne suis pas calme !» cria la voix étouffée de Henri depuis la cave. « Je suis le contraire de calme. Je marine dans un état de non-calme profond. » Léo gloussa. « Il a utilisé un grand mot. »« Papa, tu joues à cache-cache ?» demanda Lily à la porte. « Quelque chose comme ça. »« Ma puce, » soupira Henry. « Et je suis en train de perdre lamentablement. » Rebecca prit une profonde inspiration. Elle avait peut-être échoué spectaculairement en tant que serrurier et employé.
Mais elle était nounou. Ça, elle savait le gérer. « D'accord, » dit-elle en s'agenouillant au niveau des enfants. « Il semble que votre papa va travailler dans la cave pendant un petit moment. C'est donc moi qui commande. Qu'est-ce que vous faites d'habitude à cette heure-ci? »« On lit, » dit Lily en montrant son livre. « On mange, » annonça Léo d'un ton décisif. « J'ai faim. On peut déjeuner ?»« Déjeuner. » Bien sûr, il était presque midi. Ces petits humains avaient des besoins d'être nourris. Absolument, dit Rebecca avec une assurance qu'elle ne ressentait absolument pas. Qu'est-ce que vous aimeriez? Des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture? Léo poussa un cri de joie. D'accord, ce sera beurre de cacahuètes et confiture. Rebecca se leva. Je vais juste retrouver la cuisine. Le beurre de cacahuètes. Et la confiture. La confiture est dans le deuxième garde-manger, étagère du haut à gauche, indiqua la voix de Henri depuis la cave. Le pain est dans le tiroir chauffant. Et pour l'amour de Dieu, utilisez la framboise, pas la marmelade. Léo déteste la marmelade. Rebecca fixa la porte. Il jouait maintenant son rôle de parent depuis sa prison. Compris, dit-elle, essayant de ne pas laisser l'absurdité de la situation la faire rire. Pas de marmelade. Elle mena les enfants à la cuisine. Léo bavardait à propos des dinosaures et Lily marchait silencieusement à ses côtés, l'observant toujours avec ses yeux d'une intelligence troublante. Rebecca trouva tout exactement là où Henri l'avait dit. En préparant les sandwichs, elle sentit un étrange sentiment de calme l'envahir. Elle savait faire cela. Elle savait s'occuper d'enfants. « Votre papa, » dit-elle à Lily en coupant les croûtes du pain, « est-il toujours aussi grincheux ?» Lily réfléchit sérieusement à la question. « Il n'est pas grincheux », finit-elle par dire. « Il était juste triste. » Depuis que maman est partie au ciel, cette déclaration simple et honnête frappa Rebecca plus fort que n'importe quel cri de Henri. Bien sûr, sa femme, il y a 2 ans, l'agence l'avait mentionné. Il n'était pas seulement un milliardaire solitaire, c'était un veuf endeuillé, un père célibataire essayant de tout faire tenir debout. « Maman me manque », dit Léo, son ton joyeux devenant soudainement discret. C'était elle qui faisait les meilleurs sandwichs. Elle dessinait, des visages souriants dessus avec la confiture. Rebecca regarda les carrés de pain sans croûte qu'elle avait préparés. Sur une impulsion, elle prit la cuillère à confiture et dessina soigneusement un visage souriant, bancal sur chacun d'eux. Lorsqu'elle les présenta aux enfants, le visage de Léo s'illumina. « Comme ceux de maman », s'exclama-t-il en prenant une énorme bouchée. Lily adressa à Rebecca un petit sourire timide. Et pour la première fois, Rebecca sentit qu'elle pourrait vraiment avoir sa place ici. Elle prépara un 3e sandwich, le coupa en 2 et le rapporta à la porte de la cave avec un verre d'eau. Elle glissa l'assiette sous la porte. L'espace était juste assez grand. « Mr. Powers, » dit-elle doucement, « vous devriez manger quelque chose, vous. » Aussi. Il y eut un long silence de l'autre côté. Elle entendit le léger bruit de l'assiette qu'on ramassait. « Merci, dit-il, sa voix étant calme, dépouillée de son sarcasme habituel. Rebecca se laissa glisser pour s'asseoir par terre, le dos contre la porte. Elle mangea sa propre moitié de sandwich en silence. De l'autre côté du chêne épais, elle entendait les bruits étouffés de lui mangeant également. Ils étaient séparés par une porte, par un statut social, par une montagne de malentendus, mais pendant un bref et étrange moment, ils étaient juste 2 personnes partageant un repas. « Pourquoi êtes-vous descendu ici ?» demanda-t-elle dans un murmure. Il resta silencieux un long moment. « C'était son anniversaire, dit-il enfin, la voix chargée d'une émotion qu'il ne cherchait pas à cacher. Celui de ma femme. J'avais besoin d'être près de ses affaires un instant. » Rebecca ferma les yeux, le cœur serré pour cet homme colérique et triste, piégé dans une cave pleine de souvenirs. Le serrurier ne pouvait pas arriver assez vite, non pas pour le libérer, mais pour la sortir de la cage émotionnelle complexe dans laquelle elle venait de tomber. Les 3 heures que Rebecca passa dans le manoir, Powers lui semblèrent plus longues que ses 4 années d'université. Elle joua avec Léo et ses dinosaures, lut 3 chapitres d'un roman fantastique, étonnamment complexe avec Lily, et répondit à leurs questions innocentes et sans fin, tout en ressentant une pointe de terreur sous sa peau. Lily, avec la perception troublante d'une enfant de 7 ans, semblait ressentir son anxiété. « Tu as peur de mon papa ?» demanda-t-elle en levant les yeux de son livre. « Ton papa ?»« Non, bien sûr que non, » mentit Rebecca, sa voix montant d'une octave. « Il a l'air très raisonnable. Depuis la cave,
Un coup sourd et frustré résonna. Henry ayant probablement donné un coup dans une caisse antique inestimable. « Il est très triste », dit Lily en ignorant le bruit. Maman lui manque. La cave était son endroit préféré. Elle l'appelait son coffre au trésor. Le cœur de Rebecca se serra. Elle regarda la petite fille, stoïque, qui portait le poids de l'absence de sa mère avec une grâce tranquille, et Léo qui utilisait ses jeux bruyants pour combler le silence de la maison. Ce n'était plus seulement un travail. Elle était tombée dans le cœur fragile et blessé d'une famille. Enfin, la sonnette retentit. C'était le serrurier, un homme costaud et jovial nommé Gus, qui semblait sortir tout droit d'une sitcom. « Une serrure récalcitrante, hein ?» dit Gus en posant sa boîte à outils. « Voyons ce qu'on a là. » Il examina le verrou allemand du 19e siècle, les sourcils haussés. « Ouah, une Adler d'époque. Je n'en ai pas vu depuis des années. Des petites bêtes compliquées. Quelqu'un a essayé d'enfoncer une épingle à cheveux là-dedans ?» Rebecca avait envie de mourir. « Il y a eu une tentative théorique de serrurerie amateur, » marmonna-t-elle. Gus gloussa. « Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. » Il se mit au travail, et après 10 minutes de bricolage expert, de cliquetis et un dernier bruit sourd et satisfaisant, la serrure tourna. La lourde porte de chêne s'ouvrit. Henry Powers émergea de l'obscurité. Il était couvert d'une fine couche de poussière. Son costume de créateur était froissé et ses cheveux étaient en bataille, mais ses yeux brillaient. Son regard passa du serrurier aux enfants pour finalement se poser sur Rebecca. Elle se prépara à la tempête. « Papa, tu es libre du donjon !» cria Léo en courant vers lui pour lui serrer les jambes. L'expression de Henry s'adoucit instantanément alors qu'il soulevait son fils. Il regarda Lily, qui lui adressa un petit sourire soulagé. « Salut, ma puce !» Il reposa Léo et se redressa, reportant toute son attention furieuse sur Rebecca. Gus, le serrurier, sentant le drame domestique, remballa rapidement ses outils. « Bon, tout est réparé. Soyez juste doux avec elle. C'est une vieille dame. Elle a besoin d'un peu de finesse. » Il fit un clin d'œil à Henry. « Comme la plupart d'entre elles, hein ?» Henry ne sourit pas. Il paya le serrurier, qui s'éclipsa en hâte, laissant Rebecca seule face à ses actes. « Mademoiselle Morgan », commença Henry, sa voix étant dangereusement calme. « Dans mon bureau tout de suite. » Rebecca le suivit, les jambes flageolantes. Les enfants suivèrent derrière, formant un public silencieux et curieux. Son bureau était aussi imposant que le reste de la maison. Du bois sombre, des fauteuils en cuir et un bureau de la taille d'une petite voiture. Il s'assit derrière, l'image même du PDG sur le point de licencier quelqu'un. « Asseyez-vous », ordonna-t-il. Elle s'assit, les mains serrées l'une contre l'autre sur ses genoux. Son discours de démission se formant déjà dans son esprit. Il joignit ses doigts, ses yeux bleus la transperçant. « En l'espace d'environ 4 heures, vous avez réussi à m'enfermer dans une cave, à presque saboter une fusion de 200 millions de dollars, à casser une serrure antique avec une épingle à cheveux et à nourrir mes enfants avec des sandwichs à l'intégrité structurelle, douteuse. Les visages souriants étaient structurellement sains, dit-elle avant de pouvoir s'arrêter. Il marqua une pause, une lueur de quelque chose. Était-ce de l'amusement qui passait sur son visage avant de disparaître? Malgré cet impressionnant palmarès d'échecs catastrophiques, continua-t-il sur un ton professionnel, « Mes enfants semblent vous apprécier. » Rebecca regarda ses mains. « Ce sont des enfants formidables. » « Ils le sont, admit-il. Ils sont aussi très fragiles. Ils ont perdu leur mère, et je n'ai pas été le père qu'ils méritent. Je travaille trop. Je suis distant. Je remplis la maison de personnel, mais je ne l'ai pas remplie de chaleur. » Il se pencha en avant, son expression changeant, la colère remplacée par une vulnérabilité brute et frappante. « Quand j'étais là-bas dans le silence, je pouvais vous entendre avec eux. Je vous ai entendu rire avec Léo. Je vous ai entendu lire pour Lily. Je les ai entendus heureux d'une manière que je n'avais pas connue depuis longtemps. » Rebecca leva les yeux, le cœur battant. Ce n'était pas la conversation à laquelle elle s'attendait. « Ma femme, dit-il, la voix plus basse, était le cœur de cette maison. Quand elle est morte, le cœur a cessé de battre. C'était le silence jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la première fois en 2 ans, il y a eu de la vie dans cette maison. Du chaos, oui. De l'incompétence, absolument. Mais de la vie. » Il s'adossa à son fauteuil, son regard intense. « Alors, mademoiselle Morgan, j'ai une décision à prendre. Mon cerveau logique de PDG me dit de vous licencier sur le champ.
de vous poursuivre pour les dommages, causer à la serrure et de vous faire inscrire sur liste noire de toutes les agences de nounous de la région. Rebecca déglutit avec peine. Et votre autre cerveau? Un sourire lent et réticent touche à ses lèvres. Mon autre cerveau? Celui qui est le père de 2 petits-enfants tristes me dit que vous êtes une catastrophe ambulante. Mais vous êtes une catastrophe qui dessine des visages souriants sur des sandwiches. Vous êtes une catastrophe qui a fait rire mes enfants. Il resta silencieux un long moment, l'étudiant, et elle eut l'impression que tout son avenir était pesé dans la balance. Voici donc mon offre, dit-il enfin. Vous êtes sans aucun doute l'employé la plus inqualifiée, chaotique et non professionnelle que j'ai jamais eue. Mais vous êtes engagé. La mâchoire de Rebecca tomba. Vous êtes engagé à 2 conditions. Condition 1, dit-il en levant un doigt. Vous ne devez jamais, sous aucun prétexte, vous approcher de cette porte de cave à nouveau. Martha sera la seule gardienne de la clé. Et 2, il se pencha en avant, ses yeux croisant les siens avec une nouvelle lueur joueuse, vous m'apprendrez à faire ces visages souriants. Mes tentatives ressemblent toujours plus à des cris d'horreur. Rebecca le fixa, un rire bouillonnant dans sa poitrine, un rire de pur soulagement incrédule. Vous êtes sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux, dit-il. Mais il souriait, un vrai sourire sincère qui atteignit ses yeux et transforma tout son visage. Mais mademoiselle, Morgan, oui, Mr. Powers, si jamais vous m'enfermez à nouveau dans quoi que ce soit, je vous envoie la facture du serrurier. Marché conclu, dit-elle en riant. Bienvenue dans la famille, Rebecca, dit-il. L'utilisation de son prénom marquait un changement petit mais significatif. Merci, Henry, répondit-elle, testant son prénom à lui. Un sentiment d'appartenance, aussi terrifiant que merveilleux, commençait à prendre racine. Les semaines qui suivirent furent une danse délicate d'ajustement. Rebecca se jeta dans son rôle de nounou, avec une consécration farouche, déterminée à prouver que la décision peu orthodoxe de Henry était la bonne. La maison, autrefois si silencieuse, était maintenant remplie du bruit des batailles imaginaires de dinosaures de Léo, des séances de lecture tranquilles, de Lily dans le jardin et du chant souvent faux de Rebecca alors qu'elle préparait des biscuits dans la cuisine. Henry commença à changer. Il commença à quitter son bureau plus tôt. Il apparaissait dans la cuisine, s'appuyant contre le comptoir, la regardant cuisiner avec une expression indéchiffrable. « Ça sent bon », dit-il un soir alors que l'arôme de biscuits aux pépites de chocolat remplissait l'air. « Vous voulez goûter ?» proposa-t-elle en lui tendant un biscuit chaud. Il hésita puis le prit, en mangeant l'ombre d'un souvenir, d'une vie avant que le deuil ne l'emmure, passa sur son visage. « Ma femme. » Elle cuisinait aussi. « Je sais, » dit doucement Rebecca. « Lily me l'a dit. » Il la regarda, surpris par sa douceur. L'ancien Henry se serait retiré, se refermant sur lui-même. Mais le nouveau Henry, traumatisé par la cave, se contenta de hocher la tête. Elle était douée pour ça. Elle était douée pour tout. Il commença à se joindre à eux pour le dîner. Au début, il était une présence raide et maladroite en bout de table. Mais Rebecca, avec son bavardage facile, et les enfants, avec leurs questions sans filtre, effritèrent lentement sa réserve. « Papa, pourquoi tu portes toujours une cravate ?»« Est-ce qu'elle t'étrangle ?» demanda Léo un soir en tripotant la cravate en soie de Henry. Henry regarda sa cravate comme s'il la voyait pour la première fois. « Je suppose qu'elle est un peu serrée, » dit-il, et à la stupéfaction totale de Rebecca, il la desserra. Leur conversation, autrefois un chant de mine de sarcasme et d'autorité, devinrent un chant de bataille ludique d'esprit. « Tu es en train de brûler les pancakes » fit-il remarquer un samedi matin en entrant dans la cuisine. « Je ne les brûle pas » rétorqua-t-elle en retournant un pancake un peu trop sombre. « Je les caramélise. C'est une technique française. » Il haussa un sourcil. « Est-ce la même technique française que vous avez utilisée quand vous avez essayé de réparer le grille-pain avec un couteau à beurre ?»« C'était une technique italienne, » dit-elle du tac au tac. « Complètement différent. » Il rit, un vrai rire facile, et elle ressentit ce papillonnement désormais familier dans son estomac. C'était une énigme, cet homme, un veuf endeuillé, un PDG impitoyable, un père solitaire, qu'elle commençait à soupçonner qu'il avait un très grand cœur, très bien gardé. Et elle, la nounou engagée par accident, découvrait qu'elle voulait plus que tout trouver la clé pour le déverrouiller.
cette fois sans la casser. Le manoir Powers, autrefois bastion d'un silence solennel, était désormais un lieu de chaos joyeux. La transition était si profonde que même les anciens portraits des ancêtres de Henry semblaient regarder en bas avec une pointe d'amusement perplexe. Rebecca avait apporté plus que de la vie dans la maison. Elle avait apporté de la lumière. Henry se surprenait à sourire pour des choses qui l'auraient autrefois rendu fou. De la farine saupoudrée sur les comptoirs, après une séance de pâtisserie avec Léo. Un projet de peinture aux doigts colorés et chaotique laissé à sécher sur sa table de salle à manger en acajou, valant $1 milliard. Le son du chant légèrement faux de Rebecca s'élevant du jardin. Sa maison n'était plus silencieuse, et il découvrit, à sa propre stupéfaction, qu'il aimait le bruit. Sa relation avec Rebecca s'était installée dans un rythme confortable et ludique. Le sarcasme était toujours là, un courant constant de joutes verbales entre eux, mais maintenant, il était empreint d'une affection sincère et indéniable. « Vous avez laissé un dinosaure dans ma chaussure », dit-il un matin en brandissant un petit T-Rex en plastique, découvert en s'habillant. « Il était en mission secrète », répondit Rebecca sans lever les yeux du pancake, sur lequel elle dessinait un visage souriant. « Il protégeait votre pied des fantômes de pied. »« Des fantômes de pied », répéta Henry, un sourire lent s'étendant sur son visage. « Bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé ?» Il était tombé amoureux d'elle. La réalisation n'était pas venue comme un coup de foudre, mais comme un lever de soleil lent et chaud. C'était dans la façon dont elle regardait ses enfants, avec un amour féroce et protecteur qui était aussi réel que celui d'une mère. C'était dans la façon dont elle voyait à travers sa façade de milliardaire l'homme triste et solitaire qui s'y cachait et n'avait pas peur. C'était dans la façon dont elle brûlait les pancakes et appelait ça une technique française. Il ne le lui avait pas encore dit. Les mots restaient coincés dans sa gorge, lourds de la peur de ce qu'ils signifiaient. C'était un homme qui avait juré de renoncer à l'amour, qui avait enfermé son cœur dans une cave de deuil. Et cette femme chaotique, brillante et impossible avait, sans même essayer, crocheté la serrure. Leur nouveau monde fragile était sur le point d'être mis à l'épreuve. La sonnette retentit un mardi après-midi. Rebecca, qui aidait Lily pour un problème de maths difficile, alla répondre. Sur le pas de la porte se tenait une femme si parfaitement apprêtée qu'on aurait dit qu'elle avait été sculptée dans la glace. Elle était grande, blonde et portait un tailleur Chanel avec un air de supériorité naturelle. Son sourire n'était qu'une ligne mince et sans sang. « Puis-je vous aider ?» demanda Rebecca, ressentant instinctivement une pointe de malaise. « Je suis ici pour voir ma nièce et mon neveu », dit la femme d'une voix aussi fraîche et nette que son tailleur. « Et vous devez être l'employé. » Avant que Rebecca ne puisse répondre, Lily accourut à la porte. « Tante Charlotte !» La façade glaciale de Charlotte fondit légèrement alors qu'elle s'agenouillait pour embrasser Lily. « Bonjour ma chérie, tu m'as manqué. » Elle regarda par-dessus l'épaule de Lily vers Rebecca, son sourire s'évanouissant. « Je suis Charlotte Deveau, la tante de Lily et Léo. Ma sœur était leur mère. » L'implication tacite flottait dans l'air. « Je suis la famille. Vous êtes l'employé de maison. » Rebecca força un sourire poli. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Rebecca Morgan, la nounou des enfants. » Charlotte se redressa, ses yeux balayants. Rebecca d'un regard lent et critique sur ses jeans et son pull décontracté. « Je vois, Henry n'avait pas mentionné qu'il avait engagé quelqu'un de nouveau. » Elle passa devant Rebecca pour entrer dans la maison comme si elle lui appartenait. L'agence qu'il utilise habituellement a des standards bien plus élevés. L'insulte était subtile, mais elle atteignit sa cible comme une fléchette bien ajustée. Les heures suivantes furent une démonstration magistrale d'agressivité passive. Charlotte observait chaque mouvement de Rebecca. Un petit froncement de sourcils réprobateur restait gravé sur son visage. « Lily, ma chérie, ta posture est terrible. Une jeune demoiselle devrait se tenir droite. » Corrigea-t-elle alors que Lily était confortablement pelotonnée sur le canapé pour lire. « Léo, arrête de faire ces bruits de rugissement épouvantables. C'est grossier. » réprimanda-t-elle alors que Léo était en plein milieu d'une bataille épique de dinosaures. Le coup de grâce arriva à l'heure du goûter. Rebecca avait préparé ses biscuits signature avec des visages souriants. Léo ravi dévorait le sien, du sucre raffiné et de la farine transformée.
dit Charlotte en prenant un biscuit et en l'examinant avec dédain. Ma sœur n'aurait jamais permis cela. Elle était très stricte sur leur nutrition. Légumes biologiques, céréales sans gluten. Ce sont des biscuits. Charlotte, dit Rebecca, sa patience s'épuisant. Ils sont censés être amusants. Élever des enfants n'est pas une question d'amusement. Mademoiselle Morgan, rétorqua Charlotte, c'est une question de discipline, de structure. Quelque chose qui semble cruellement faire défaut dans cette maison ces derniers temps. Elle regarda les jouets et les livres éparpillés avec un mépris pur. Cet endroit est devenu un désordre. Chaotique. C'est à ce moment que Henry entra. Il était rentré plus tôt, espérant passer l'après-midi avec les enfants. Il s'arrêta sur le seuil, observant la scène. Sa belle-sœur rayonnant de désapprobation et Rebecca tenant tête, les joues rouges de colère. « Charlotte, dit-il d'une voix basse et avertie, qu'est-ce que tu fais ici, Henry, cher cousin ?» Le ton de Charlotte devint instantanément mielleux. « Je rendais simplement visite à ma précieuse nièce et mon neveu. Et je dois dire que je suis inquiète. »« Inquiète de quoi ?»« De l'atmosphère, » dit Charlotte en désignant la pièce d'une main parfaitement manucurée. « C'est tellement déstructuré. Et la nouvelle nounou ?» Elle lança à Rebecca un regard méprisant. Bien que je sois sûr qu'elle soit pleine de bonnes intentions, elle semble manquer du raffinement. Nécessaire pour élever, t'as les enfants Powers. Henry passa de la face froide et jugeuse de Charlotte à Rebecca, qui se tenait silencieusement, le menton haut, qu'un regard blessé mais provocateur dans les yeux. Il vit les enfants qui avaient cessé de jouer et regardait les adultes avec de grands yeux inquiets. Il vit la maison que Charlotte qualifiait de chaotique et il la vit pour ce qu'elle était, habitée, heureuse, pleine de la chaleur qui avait manqué pendant 2 longues et silencieuses années. Et il fit son choix. « Rebecca n'est pas l'employée, Charlotte, » dit Henry. Sa voix étant calme, mais avec un sous-courant d'acier. C'est un membre de cette famille. Et son raffinement vient de son cœur, ce que tu ne saurais clairement pas reconnaître. Charlotte eut un hoquet de surprise, portant la main à ses perles. « Henry, comment oses-tu » ?« Non, comment oses-tu, toi ?» dit-il en faisant un pas en avant. « Comment oses-tu entrer chez moi et critiquer la femme qui a apporté plus de bonheur à mes enfants en 3 mois que toi en 2 ans ? Tu parles des standards de ma défunte épouse. Ma femme aimait rire. Elle aimait être idiote. Elle aurait adoré les biscuits avec des sourires. » Il regarda Rebecca, son regard plein d'une loyauté féroce et protectrice. Et elle aurait adoré la femme qui les prépare. Le silence dans la pièce était électrique. Charlotte était sidérée, son visage étant un masque d'indignation choquée. Rebecca fixait Henry le cœur battant, une vague de chaleur et de gratitude si puissante qu'elle faillit la faire tomber à genoux. Il la défendait, il la choisissait. « Les enfants sont heureux. »« Charlotte, » continua Henry, sa voix plus douce mais non moins ferme. Il rit à nouveau. Cette maison est redevenue un foyer, et c'est grâce à Rebecca. Ces méthodes ne sont peut-être pas dans tes manuels de savoir-vivre, mais elles fonctionnent, et je ne te laisserai pas les saboter. Charlotte, réalisant qu'elle avait perdu, se redressa de toute sa hauteur glaciale. « Tu fais une erreur, Henry, » dit-elle dans un chuchotement venimeux. « Tu laisses cette femme du commun troubler ton jugement. Tu oublies qui tu es et qui tes enfants sont censés devenir. »« Non, Charlotte, » dit-il en venant se placer aux côtés de Rebecca, formant un front uni. « Pour la première fois depuis longtemps, je me rappelle exactement qui je suis. » Charlotte les fixa pendant un long et froid moment, ses yeux promettant une guerre qu'elle n'avait aucune intention de perdre. « Nous verrons, » dit-elle. « Nous verrons si un tribunal convient que c'est un environnement approprié pour les enfants de ma sœur. » Elle tourna les talons et sortit, d'un pas militaire. Le claquement de la porte d'entrée résonnant dans la maison redevenue calme. La menace flottait dans l'air, lourde et terrifiante. Une bataille pour la garde. C'était l'arme unique qui pouvait tout détruire. Rebecca se tourna vers Henry, les yeux agrandis par la peur. « Henry, elle ne peut pas être sérieuse. » Il la prit dans ses bras, la serrant fort. « Elle est sérieuse, dit-il d'un ton sourd. Mais elle n'a aucune idée de qui elle affronte. » Il la regarda, son expression étant féroce et déterminée. « Elle ne s'en prend pas seulement à toi, Rebecca. Elle s'en prend à nous. » Elle se blottit contre lui, puisant de la force dans son étreinte. Les lignes de bataille étaient tracées. Et alors qu'elle se tenait là,
enveloppée dans les bras de Henry. Elle savait qu'ils feraient face ensemble. Cette nuit-là, une fois les enfants endormis, ils s'assirent dans le salon calme, une tension palpable régnant dans l'air. La menace d'une bataille pour la garde pesait sur eux, tel un nuage noir sur leur horizon par ailleurs radieux. « Elle ne peut pas gagner, n'est-ce pas ?» demanda Rebecca d'une petite voix. La provocation de tout à l'heure avait laissé place à une peur maternelle brute. « Je veux dire, elle est leur tante. Elle a un nom, un statut, et moi je suis juste... Tu es celle qu'ils aiment, dit Henry d'une voix ferme. Tu es celle qui les fait se sentir en sécurité. C'est ce qui compte. Un juge verra cela. Mais elle va tout déformer, dit Rebecca, son esprit parcourant les horribles possibilités. Elle parlera de mon passé, de la façon dont j'ai été engagée, de la cave. Elle frissonna. Elle va me dépeindre comme une chercheuse d'or, instable et incompétente. Et je la dépeindrai. Comme une snob vindicative et autoritaire qui essaye d'utiliser deux enfants endeuillés comme pions dans ses jeux de pouvoir contre Henry, sa rudesse de PDG refaisant surface. C'est une bataille de récits, Rebecca. Et notre histoire est meilleure parce que c'est la vérité. Il se rapprocha d'elle sur le canapé, son expression s'adoucissant. Je ne la laisserai pas les éloigner de toi. Je ne la laisserai pas t'éloigner de moi. Les mots restèrent en suspens. Une déclaration qui était bien plus qu'une promesse de soutien juridique. C'était une promesse d'amour, de partenariat. Elle le regarda, vit la loyauté inébranlable dans ses yeux et les dernières de ses peurs commencèrent à fondre. Elle était entrée dans cette maison comme un accident chaotique, une catastrophe ambulante. Mais quelque part en chemin, dans les moments calmes et le chaos joyeux, elle avait trouvé un foyer, elle avait trouvé une famille. Ce que Charlotte ne comprend pas, dit Rebecca. Un sourire lent et déterminé revenant sur son visage, c'est qu'elle ne combat pas seulement une nounou, elle combat une mère. Et les mères, ajouta-t-elle avec une lueur féroce dans le regard, ne perdent pas. Henry lui rendit son sourire, ses propres yeux brillants d'un esprit guerrier. Non, dit-il en lui prenant la main, elles ne perdent pas. Il se rapprocha, et cette fois il n'y eut pas de raté, pas d'interruption. Il l'embrassa, un baiser profond et passionné qui scellait leur nouvelle alliance. C'était un baiser qui disait « Nous sommes ensemble dans cette épreuve ». Un baiser qui disait « La guerre a commencé ». Ce baiser avait tout changé. La trêve fragile entre eux s'était brisée, remplacée par une connexion brute et indéniable que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. Mais la guerre que Charlotte avait déclarée jetait une ombre longue et sombre sur leur nouvelle intimité. Fidèle à sa parole, Charlotte agit promptement. 2 jours plus tard, un avocat élégant arriva au manoir. Powers est remis à Henry une requête officielle du tribunal. Charlotte demandait la garde temporaire de Lily et Léo, invoquant un environnement familial instable et inapproprié, ainsi que la présence d'une aide inqualifiée et émotionnellement instable. Émotionnellement instable, lut Rebecca sur le document. Sa voix était un mélange d'incrédulité et de fureur. Elle me traite d'instable parce que je fais des biscuits avec des visages. Souriant. Le visage de Henry était sombre alors qu'il parcourait le jargon juridique. Elle ne fait pas que te traiter d'instable, Rebecca. Elle monte un dossier. Elle a un témoignage d'une ancienne gouvernante, une que j'ai virée pour vol, et d'un psychologue, pour enfants qui n'a jamais rencontré nos enfants, mais qui est prête à témoigner sur les dangers d'un manque de structure. C'est un cauchemar, murmura Rebecca en s'effondrant sur le canapé. Elle va me les enlever. Non, dit Henry d'un ton sourd et déterminé. Il s'assit à côté d'elle, prenant les papiers de ses mains tremblantes. Elle ne le fera pas. Ce n'est pas une salle d'audience, Rebecca. C'est un champ de bataille. Et Charlotte vient de commettre l'erreur de sous-estimer son adversaire. Mais Henry, elle a des avocats, de l'argent, un nom. Et nous, dit-il en se tournant vers elle, les yeux brûlants d'un feu stratégique qu'elle n'avait jamais vu auparavant, nous avons la vérité. Et 2 enfants très heureux et très bien équilibrés. Il lui prit la main. Mon équipe juridique est la meilleure du pays. Nous allons nous battre, mais nous ne nous battrons pas selon ses règles. Qu'est-ce que tu veux dire? Charlotte veut une bataille, judiciaire, publique et sale, où elle pourra jeter de la boue et déformer les faits. Elle veut traîner ton nom dans la presse et en faire un scandale, expliqua-t-il.
nous ne lui donnerons pas cette satisfaction. Nous allons faire quelque chose qu'elle n'attendra pas. Un sourire lent et calculateur s'étira sur son visage. Nous allons inviter l'ennemi dans notre maison. Une semaine plus tard, une assistante sociale nommée par le tribunal, une femme calme et observatrice nommée Madame Davis, arriva au manoir Powers pour une évaluation programmée du domicile. Charlotte était déjà là, arrivée 1 heure plus tôt, et avait transformé un coin du salon, immaculé en ce qu'elle considérait manifestement comme une zone de jeu idéale pour les enfants. Des blocs éducatifs en bois empilés en tours stériles parfaites, et un seul livre relié sur l'histoire de l'architecture, ouvert sur une petite table. Elle-même portait un ensemble en cachemire doux, l'image même de la tante aimante et inquiète. « Bienvenue, Madame Davis », dit Charlotte d'une voix suave et travaillée. « Je suis si heureuse que vous soyez là. J'ai été terriblement inquiète du manque de stimulation éducative dans l'environnement des enfants. » Juste à ce moment, un rugissement tonitruant résonna depuis le jardin, suivi d'un cri de rire ravi. Madame Davis regarda vers les porte-fenêtres, les sourcils haussés de curiosité. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda Charlotte, son sourire parfait faiblissant. « Ça, dit Rebecca en entrant dans la pièce, avec une assiette de biscuits encore chaud et légèrement difforme en forme de dinosaure. C'était le bruit d'un T-Rex capturant un vélociraptor. C'est un moment très dramatique dans leur saga préhistorique en cours. Elle tendit l'assiette à l'assistante sociale. « Biscuit Dinosaur. Ils sont encore chauds. Léo a aidé pour les pépites. » Madame Davis prit un biscuit, un petit sourire amusé aux lèvres. « Merci, mademoiselle Morgan. » Charlotte regarda le biscuit avec mépris. « Comme je le disais, il y a un manque distinct de structure. » C'est dit, mot fut recouvert par un autre. Éclat de rire venant de l'extérieur. « J'en ris. » La cravate desserrée et les manches retroussées étaient à 4 pattes sur la pelouse, un Léo hilar sur son dos. « Hugh Papasaurus !» criait Léo en agitant un dinosaure en plastique en l'air. Lily était assise sous un arbre avec un carnet de croquis, dessinant la scène en riant. « Allons observer les enfants dans leur habitat naturel », suggéra Rebecca à Madame Davis, ignorant l'expression horrifiée de Charlotte. Pendant l'heure qui suivit, Madame Davis observa. Elle ne vit pas un environnement stérile et structuré. Elle vit un foyer. Elle vit Henry, le PDG milliardaire, faire semblant d'être un brontosaure, mâchant des feuilles d'un buisson pendant que ses enfants hurlèrent de rire. Elle vit Rebecca s'asseoir avec Lily, non pas pour corriger sa posture, mais pour admirer son dessin, soulignant comment elle avait parfaitement capturé la joie féroce du dinosaurus. « Tante Charlotte, tu veux être un dinosaure ?» demanda Léo en courant vers sa tante. « Non, mon chéri, » dit Charlotte avec un sourire crispé. « Tante Charlotte ne rampe pas dans l'herbe. Ce n'est pas distingué. Papa dit que ne pas être distingué, c'est amusant, » rapporta Léo, avant de repartir en courant pour grimper sur le dos de son père. Le visage de Charlotte se crispa. Elle avait planifié cette journée méticuleusement, espérant démontrer l'incompétence de Rebecca et la nature chaotique de la maisonnée. Au lieu de cela, elle était confrontée à une scène d'un bonheur si sincère, désordonné et indéniable, que sa propre perfection stérile semblait froide et étrangère. Le tournant arriva plus tard. Lily, qui dessinait tranquillement, trébucha soudainement en courant pour montrer son dernier dessin à son père. Elle tomba, s'écorchant le genou sur le chemin en pierre. Ce n'était pas une chute grave, mais c'était assez pour lui mettre les larmes aux yeux. Avant que quiconque puisse réagir, Charlotte se précipita à ses côtés. « Oh, pauvre petite chose, ne pleure pas, ma chérie. Il faut être courageuse. Allons te nettoyer. On va mettre un pansement. Et ce sera comme si rien ne s'était passé. » Elle essaya d'aider Lily à se relever, ses mouvements étant efficaces, mais émotionnellement distants. Lily, cependant, se dégagea, essuyant ses larmes du revers de la main, et regarda au-delà de sa tante. Ses yeux embués cherchaient une personne précise. « Becca » pleura-t-elle en tendant les bras. Rebecca fut là en un éclair. Elle ne dit pas « sois courageuse ». Elle ne dit pas « ne pleure pas ». Elle s'agenouilla simplement et enveloppa la petite fille tremblante dans ses bras. « Oh, ma puce, on dirait que ça fait vraiment mal », murmura-t-elle, sa voix étant un baume doux et réconfortant. « C'est normal de pleurer. Allons à l'intérieur. On va soigner ce genou. Que dirais-tu d'un biscuit dinosaure pour ton courage après avoir nettoyé ça ?» Lily hocha la tête,
enfouissant son visage contre l'épaule de Rebecca, son petit corps se détendant dans la chaleur de l'étreinte. Rebecca la souleva dans ses bras et l'emmena à l'intérieur. Henry suivait de près, sa main posée protectricement sur le dos de sa fille. Charlotte resta seule sur la pelouse, sa posture parfaite étant rigide, son visage étant un masque de défaite stupéfaite. Elle avait offert de l'efficacité et du stoïcisme. Rebecca avait offert du réconfort et un biscuit, et l'enfant avait choisi. Madame Davis, qui avait observé tout l'échange depuis le porche, nota une dernière chose sur son carnet. Elle n'avait pas besoin d'en voir plus. Elle avait vu une maison qui avait été ramenée à la vie. Elle avait vu un père qui avait appris à jouer, et elle avait vu une nounou qui, de toutes les manières possibles, était devenue une mère. Au moment de partir, Madame Davis s'arrêta sur le pas de la porte et se tourna vers Rebecca. « Vous avez une maison charmante, mademoiselle Morgan, » dit-elle avec un sourire sincère. « Il est clair que ces enfants sont aimés, en sécurité et incroyablement heureux. » Elle jeta un regard appuyé en direction de Charlotte. C'est tout ce que le tribunal aura besoin de savoir. Dès que la voiture de l'assistante sociale se fut éloignée, Charlotte prit enfin la parole, sa voix étant un sifflement bas et vaincu. « Ce n'est pas fini. »« Oh, je pense que si, Charlotte, » dit Henry en sortant sur le porche, son bras entourant possessivement la taille de Rebecca. « Tu es venue ici pour prouver que ce n'est pas un foyer convenable. Et tout ce que tu as prouvé, c'est que tu ne sais pas ce qu'est un foyer. » Charlotte les fixa le front uni qu'il présentait, et pour la première fois, elle ne parut pas seulement en colère, mais petite. Elle tourna les talons et marcha vers sa voiture sans un mot de plus. La guerre n'était pas finie, mais la bataille la plus importante venait d'être gagnée. Cette nuit-là, une fois les enfants endormis, Henry trouva Rebecca sur la véranda, regardant la pluie qui commençait à tomber. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » dit-il en venant se placer derrière elle. « J'ai juste fait ce que n'importe quelle mère ferait, » dit-elle doucement. « Non, » dit-il en l'enveloppant de ses bras et en la tirant contre son torse. « Tu as fait ce que toi tu ferais. Tu leur as montré que l'amour est plus puissant que n'importe quel règlement. » Elle appuya sa tête contre son épaule, un sentiment de paix profonde et intense l'envahissant. La menace de Charlotte planait encore, mais elle semblait moins terrifiante désormais. Ils étaient une équipe. Ils étaient une famille. « Henry, » dit-elle en se tournant dans ses bras pour lui faire face. « Oui, je t'aime, » dit-elle, les mots sortant facilement. Naturellement pour la première fois. Il sourit, un sourire lent et magnifique, rempli de tout l'amour qu'il ressentait pour elle. « Je t'aime aussi, Rebecca Morgan. » Il se pencha et l'embrassa, un baiser profond et durable, qui était une promesse pour tous les jours salissants, chaotiques et merveilleusement heureux à venir. Les semaines suivant la visite de Madame Davis furent une période d'un calme béat, presque irréel. Le rapport positif des services sociaux arriva, louant officiellement l'environnement chaleureux, protecteur et stable de la maison Powers. La requête de Charlotte fut sommairement rejetée par le tribunal. Elle avait perdu, et le silence de son côté de la famille était assourdissant. Pour Henry et Rebecca, c'était comme s'ils pouvaient enfin respirer. Ils s'installèrent dans le rythme facile et confortable d'un couple profondément amoureux. Leur journée était un mélange chaotique et heureux de parentalité et de partenariat. Henry découvrit qu'il était étonnamment doué pour construire des châteaux, Lego complexes, même s'il était toujours incapable de faire des pancakes qui ne soient pas un peu brûlés. Rebecca découvrit qu'elle avait une compréhension naturelle et intuitive des affaires de Henry, offrant souvent des perspectives qui perçaient le jargon de l'entreprise pour atteindre le cœur humain du problème. « Tu devrais siéger au conseil d'administration », lui dit-il un soir après qu'elle eut brillamment simplifié un problème de marketing complexe qui bloquait son équipe depuis des semaines. Elle t'écoutait parler de bénéfices trimestriels toute la journée. « Non merci », l'avait-elle taquiné. « Je préfère notre arrangement actuel. Je fournis les biscuits avec des sourires. Tu fournis le conglomérat international. C'est un échange équitable. » Il n'avait jamais été aussi heureux. La maison silencieuse et endeuillée était maintenant un foyer, résonnant des rires de ses enfants et de la présence chaleureuse et vibrante de la femme qu'il aimait. Le fantôme de sa défunte épouse, autrefois une présence constante et douloureuse, s'était doucement retiré, remplacé par la promesse d'un nouvel avenir radieux.
Il avait trouvé sa seconde chance. Mais Charlotte Deveau n'était pas une femme qui acceptait la défaite. Humiliée au tribunal et rejetée par sa propre famille, son chagrin et son ressentiment s'étaient transformés en un besoin de vengeance froid et vicieux. Si elle ne pouvait pas gagner la bataille juridique, elle gagnerait la bataille publique. Elle contacta un chroniqueur mondain notoire, un homme connu pour sa propension à publier des histoires sensationnalistes, sans grand égard pour la vérité. Elle lui servit un récit soigneusement préparé et empoisonné. L'histoire d'un milliardaire endeuillé et vulnérable manipulé par une nounou, rusée et arriviste au passé mystérieux. Elle fournit des photos de Rebecca de son premier jour désastreux, soulignant son apparence négligée. Elle déforma l'histoire de la cave, la présentant comme un incident bizarre et instable. Elle présenta l'amour de Rebecca, pour les enfants, comme une performance calculée pour s'emparer de la fortune de Henry. L'histoire, sortie un dimanche matin, s'étalant en première page d'un tabloïd en ligne très lu. La nanny et le milliardaire, conte de fées ou arnaque calculée. Quand Henry vit le titre sur son téléphone, une rage froide et familière s'empara de lui. L'article était un chef-d'œuvre de diffamation. Il était rempli de sources anonymes proches de la famille, clairement Charlotte, qui exprimaient leur profonde inquiétude pour le bien-être de Henry et l'avenir des enfants Powers. Elle est apparue de nulle part, disait une source citée. Un jour, Henry est un veuf endeuillé. Le lendemain, cette femme chaotique et inqualifiée dirige sa maison et sa vie. C'est profondément troublant. Inqualifiée, la voix de Rebecca n'était plus qu'un chuchotement blessé sur le pas de la porte. Elle tenait son propre téléphone, le visage blafard en lisant l'article. Chaotique. Rebecca ne lit pas ses ordures, dit Henry, la voix tendue. Mais il était trop tard. Elle faisait défiler l'écran, ses yeux parcourant les mots cruels et déformés qui la peignaient comme une méchante, une opportuniste, une menace. L'histoire de l'enfermement dans la cave était racontée avec des détails scabreux, la faisant passer pour une sotte maladroite et instable. « Ils me font passer pour un monstre », dit-elle, la voix brisée. « Ce sont des menteurs », dit-il en s'avançant vers elle pour lui prendre le téléphone des mains. Il l'attira dans une étreinte féroce et protectrice. C'est l'œuvre de Charlotte. C'est sa dernière tentative, pathétique pour nous blesser. Mais les gens vont le croire, Henry, sanglota-t-elle contre son torse. Ils vont penser que je n'en veux qu'à ton argent. Ils vont penser que je suis une personne terrible. Les gens qui comptent savent qui tu es, dit-il en lui caressant les cheveux. Je sais qui tu es. Lily et Léo savent qui tu es. C'est tout ce qui importe. Mais ce n'était pas tout ce qui importait. Dès lundi matin, le scandale avait explosé. Ce n'était plus seulement une histoire de tabloïd. Elle avait été reprise par les grands médias. Le récit était trop croustillant pour être ignoré. Le milliardaire solitaire, la nounou mystérieuse, la fortune familiale en jeu. Le département des relations publiques de Powers Corp s'activa frénétiquement, mais ils ne purent contenir l'incendie. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Cette fois, leur ton n'était pas celui d'une inquiétude stratégique, mais d'une panique totale. « Henry, c'est un désastre », dit l'un des membres du conseil, un homme qui avait été un ami de son père. « La marque en prend un coup. Notre action est instable. Cette histoire vous fait paraître faible, instable. Elle fait paraître l'entreprise instable. C'est une question personnelle, » rétorqua Henry, la voix glaciale. « C'est devenu une question publique, dès que ça a fait la une, » répliqua le membre du conseil. « Nous avons besoin que vous publiiez une déclaration. Niaise la relation. Annoncez que le contrat de Mademoiselle Morgan a été résilié. Vous devez couper les ponts, Henry, pour le bien de l'entreprise. » C'était le même choix que sa mère lui avait autrefois donné, reconditionné dans un langage d'entreprise. Choisir l'entreprise ou choisir la femme. Choisir l'héritage ou choisir l'amour. Henry regarda les visages anxieux des membres de son conseil d'administration, des hommes qu'il connaissait depuis toujours, des hommes qui lui demandaient maintenant de sacrifier la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée au nom de l'image publique. Il n'eut même pas besoin d'y réfléchir. « Non, dit-il d'une voix calme et définitive. » La pièce tomba dans le silence. « Je ne nierai pas ma relation avec Rebecca, » déclara-t-il, son regard balayant la salle. « Je ne la licencierai pas. En fait, » ajouta-t-il avec un sourire lent et dangereux, « je crois qu'il est temps que je clarifie sa position dans ma vie et dans cette entreprise. » Il se leva.
Merci pour votre contribution, messieurs. Je m'en occupe. » Il sortit, laissant le conseil dans un état de stupéfaction totale. Il trouva Rebecca dans la salle de jeu des enfants, assise par terre en train de construire une tour de Lego avec Léo. Elle leva les yeux quand il entra, le regard plein d'une anxiété lasse. « Ils veulent que tu me vires, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'un ton plat. « Ils l'ont suggéré, » dit-il en s'asseyant par terre à côté d'elle. Il ramassa un bloc Lego rouge. « Je leur ai dit que c'était une terrible décision. » Commercial. Elle lui adressa un petit sourire mouillé. « Henri, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je devrais partir. Cela te blesse. Cela blesse ton entreprise. Rebecca Morgan, » dit-il en se tournant vers elle, avec une expression plus sérieuse qu'elle ne l'avait jamais vue. « Me fais-tu confiance ?»« Oui, » chuchota-t-elle sans hésiter. « Alors fais-moi confiance sur ce point. » Il lui prit la main. « Nous n'allons pas nous cacher. Nous n'allons pas publier un communiqué de presse soigneusement formulé. Nous allons aller à la télévision nationale et nous allons raconter notre histoire. La vraie. De l'épingle à cheveux dans la serrure au biscuit de dinosaure. » Ses yeux s'agrandirent de terreur. « À la télé, en direct ? Henri, je ne peux pas faire ça. Ils vont me mettre en pièces. Ils ne pourront pas te mettre en pièces. Si je suis assis juste à côté de toi, » dit-il en serrant sa main. Charlotte pense qu'elle peut gagner en se battant dans l'ombre avec des mensonges et des sous-entendus. Nous allons gagner en nous battant à la lumière avec la vérité. Elle le regarda, vit la foi absolue et inébranlable dans ses yeux. Il ne proposait pas seulement de la défendre. Il proposait de se tenir à ses côtés, de faire d'elle son égale dans le plus grand combat de leur vie. « D'accord, » dit-elle avec une nouvelle détermination féroce dans le regard. « D'accord, faisons-le. Racontons-leur notre histoire. »« Il y a juste une chose, » dit-il avec une lueur malicieuse. « Quoi ? Tu dois promettre de ne pas porter de chaussures à semelles glissantes. » Elle rit. Un vrai rire sincère qui chassa les dernières ombres. Marché conclu. 2 jours plus tard, ils étaient assis sur le plateau de l'émission matinale la plus regardée d'Amérique, face à une journaliste célèbre pour ses interviews douces mais incisives. La nation regardait. Charlotte regardait. Le conseil d'administration regardait. « Mr. Powers, Rebecca, merci d'être ici. De nombreuses histoires circulent. J'aimerais vous donner la chance de rétablir la vérité. Rebecca, commençons par vous. Les tabloïds vous ont peinte comme une opportuniste. Qui est la vraie Rebecca Morgan ?» Rebecca prit une grande inspiration, sa main trouvant celle de Henri sous la table. Elle regarda directement la caméra, non pas comme une nounou ou une femme du commun, mais comme une mère, une partenaire, une femme qui n'avait plus rien à cacher. « La vraie Rebecca Morgan, » dit-elle d'une voix claire et assurée, est une femme qui, il n'y a pas si longtemps, a accidentellement enfermé son patron, milliardaire dans une cave le premier jour de son travail. Un rire de surprise parcourut le studio. La journaliste sourit intriguée. « Je suis une femme qui croit au biscuit avec des sourires, au fait d'être idiote avec les enfants et au pouvoir de la gentillesse, » continua Rebecca. « Je n'ai pas de plan pour entrer dans la vie de Henri. J'y suis entrée par accident. Et oui, c'était chaotique. Mais c'était aussi réel. » La journaliste se tourna vers Henri. « Et vous, Mr. Powers? Le monde vous connaît comme un PDG solitaire et puissant. Mais l'histoire racontée est celle d'un homme qui a perdu son chemin. » Henri sourit, un sourire chaleureux et ouvert que le public n'avait jamais vu auparavant. « Perdu mon chemin », répéta-t-il. « Au contraire, pour la première fois de ma vie, je l'ai trouvé. » Il se tourna vers Rebecca, son amour pour elle étant évident aux yeux du monde entier. « Pendant 2 ans après le décès de ma femme, j'ai vécu dans une maison silencieuse. J'étais un père qui ne savait pas comment être un papa. J'étais un homme qui avait oublié comment ressentir. Et puis cette femme, il serra sa main. Cette femme brillante, chaotique et incroyablement courageuse, s'est écrasée dans ma vie. Elle n'a pas seulement ramené le rire dans ma maison, elle a ramené mon cœur à la vie. » Il regarda à nouveau la caméra, son expression étant sérieuse. « Les histoires que vous avez lues ne parlent pas d'une chercheuse d'or et d'un imbécile. Elles parlent d'une famille brisée qui a été reconstruite par l'amour. Elles parlent de mes enfants qui sont enfin heureux à nouveau. Et elles parlent de moi, un homme à qui on a donné une seconde chance, d'être le père et la personne qu'il a toujours été censé être. » Il porta la main de Rebecca à ses lèvres et l'embrassa. « Rebecca Morgan n'est pas mon employée.
C'est ma partenaire, ma meilleure amie et la femme avec qui j'ai l'intention de passer le reste de ma vie. » La journaliste était sans voix, visiblement émue. Le studio était complètement silencieux. Dans ce discours unique, honnête et profondément touchant, Henry n'avait pas seulement défendu Rebecca, il avait redéfini toute son identité publique. Il avait achevé sa transformation. Il avait fait son choix, non pas dans une salle de conseil, mais devant le monde entier. Les retombées de l'interview en direct furent rien de moins qu'un raz-de-marée. Ce fut une sensation nationale. Le clip de la défense passionnée de Henry et de sa déclaration d'amour devint viral, partagé des millions de fois sous des hashtags comme Team Henry et Rebecca et Biscuit Sourire. Le récit avait été complètement renversé. Rebecca n'était plus une chercheuse d'or. Elle était une héroïne populaire, un symbole d'authenticité, dans un monde d'artifice. Henry n'était pas un imbécile. C'était un prince qui avait choisi Cendrillon. La réponse du public fut massivement positive. Les talk-shows débattaient de leur histoire. Les réseaux sociaux étaient inondés de messages de soutien. Les biscuits avec des visages souriants devinrent du jour au lendemain le symbole ironique du grand amour. Une boulangerie de Brooklyn commença même à vendre une spéciale enfermée à la cave. Pour Charlotte Deveau, les conséquences furent catastrophiques. Elle avait l'intention de créer un scandale qui ruinerait Rebecca et ferait plier Henry. Au lieu de cela, elle avait fait d'eux le couple le plus aimé d'Amérique et s'était transformée elle-même en paria public. Elle était perçue comme une snob cruelle et manipulatrice, la méchante tante d'un conte de fées. Son statut social, la seule monnaie qu'elle ait jamais valorisée, s'évapora du jour au lendemain. Elle fut évincée des conseils d'administration d'organisations caritatives. Ses amis cessèrent de répondre à ses appels et elle devint prisonnière de sa propre cage dorée, hantée par les visages souriants de la famille qu'elle avait tenté de détruire. À Powers Corp, le conseil d'administration, voyant les relations publiques massivement positives et la flambée subséquente de l'action de l'entreprise, fit un virage à 180 degrés complet et rapide. Ils publièrent une déclaration publique, non seulement réaffirmant leur pleine confiance en leur PDG, Henry Powers, mais accueillant également Rebecca Morgan comme un membre apprécié et inspirant de la future famille Powers. Henry, cependant, n'était pas intéressé par leur manœuvre d'entreprise. Il avait fait son choix, et cela n'avait jamais été pour le cours de l'action. Cela avait toujours été pour Rebecca. Dans le calme suivant la tempête médiatique, la vie dans le manoir Powers revint à une nouvelle normalité, encore plus belle. La menace de Charlotte avait disparu, remplacée par un sentiment de paix et de sécurité qui semblait béni et permanent. La maison était à nouveau remplie du bruit des rires, des rugissements de dinosaures de Léo et du chant calme et joyeux de Lily. Henry et Rebecca étaient inséparables. Ils étaient une équipe, naviguant ensemble dans le chaos joyeux de la vie de famille. Il découvrit qu'il était étonnamment doué pour tresser les cheveux de Lily, une compétence qu'il pratiquait en regardant des tutoriels en ligne, avec la même intensité qu'il réservait autrefois aux analyses de marché. Rebecca, de son côté, découvrit qu'elle avait un don pour transformer les dîners d'affaires formelles de Henry en rassemblements chaleureux et animés, charmant ses collègues. D'entreprise rigide par son intérêt sincère et son humour désarmant, ils étaient amoureux, profondément et complètement. Mais il restait encore une chose non dite, une dernière étape pour rendre officielle leur famille accidentelle. Un bel après-midi d'automne, quelques semaines après l'interview, Henry annonça qu'il partait pour une sortie familiale. Il ne précisa pas où, seulement que c'était une surprise. Il les conduisit hors de la ville sur les routes dites sinueuses et bordées d'arbres de la campagne. Ils arrivèrent dans un endroit que Rebecca n'avait jamais vu, un magnifique verger de pommiers s'étendant à perte de vue, les arbres croulant sous les fruits rouges mûrs. « Un verger ?» demanda-t-elle. Un sourire aux lèvres, alors que les enfants se précipitaient hors de la voiture, les yeux brillants d'excitation. « J'ai pensé, » dit Henry en lui prenant la main, « que nous pourrions faire quelque chose de complètement, absolument normal aujourd'hui. » Pendant des heures, ils furent simplement une famille. Ils cueillirent des pommes, leur rire résonnant dans le verger tranquille. Henry soulevait les enfants sur ses épaules pour qu'ils puissent atteindre les branches les plus hautes. Rebecca leur montrait comment trouver les fruits les plus mûrs, utilisant le vieux truc de sa
Grand-mère consistant à chercher ceux qui se détachaient de la branche avec un léger mouvement de torsion. Ils firent un pique-nique sur une couverture à carreaux, mangeant des beignets au cidre et buvant du cidre frais et froid jusqu'à en avoir mal au ventre. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, jetant une longue lueur dorée sur le verger, Henry emmena Rebecca vers une petite colline, isolée à la lisière de la propriété. Du sommet, ils pouvaient voir toute la vallée s'étendre sous leurs yeux, une tapisserie époustouflante de couleurs automnales. Les enfants étaient un peu plus loin, chassant joyeusement un papillon. « C'est magnifique ici », dit Rebecca en posant sa tête sur son épaule. « Ça l'est », dit-il dans un murmure doux et bas. Il se tourna vers elle, son expression étant sérieuse, ses yeux pleins d'une émotion si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. « Rebecca Morgan », commença-t-il, la voix un peu tremblante, « le jour où tu es entrée dans ma vie, tu ne m'as pas seulement enfermée dans une cave. Tu m'as déverrouillée. Tu as abattu tous les murs que j'avais construits autour de mon cœur et tu as laissé entrer la lumière. » Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. Les larmes montèrent aux yeux de Rebecca en la voyant. « Tu m'as appris à être un père, » continua-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Tu m'as appris à rire à nouveau. Tu m'as appris qu'un foyer n'est pas un espace silencieux et parfaitement ordonné. C'est un endroit chaotique, désordonné et merveilleux, rempli d'amour. » Il posa un genou à terre, là sur l'herbe, sous le ciel doré. « Je sais que notre histoire a commencé par un accident, un malentendu et une serrure très têtue, mais je veux passer le reste de ma vie à faire en sorte que notre avenir soit un choix délibéré et magnifique. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, un simple et superbe diamant scintillait dans la lumière de la fin de l'après-midi. « Rebecca, tu es le cœur de mon foyer, l'amour de ma vie. Veux-tu m'épouser? Officiellement cette fois, sans donjon impliqué. »« Oui, » chuchota-t-elle à travers ses larmes de joie, le cœur si plein qu'elle pensait qu'il allait exploser. « Oui, homme ridicule et merveilleux. »« Bien sûr que oui. » Il glissa la bague à son doigt, elle lui allait parfaitement. Il se leva et l'attira dans un baiser profond et amoureux qui avait un goût de pomme, de soleil et de la promesse d'une vie entière d'accidents heureux. « Burke, ils s'embrassent !» cria la voix de Léo à quelques mètres. Ils se séparèrent en riant pour voir leurs deux enfants les observer avec un mélange de léger dégoût et de joie pure. « Est-ce que ça veut dire que Becca est notre nouvelle maman ?» demanda Lily d'une voix pleine d'un espoir tranquille et émerveillé. Henry s'agenouilla et attira ses deux enfants dans un câlin avec Rebecca. « Oui, ma puce, dit-il, la voix étranglée par l'émotion alors qu'il regardait la femme qui avait complété sa famille. Oui, c'est le cas. Le mariage fut une affaire petite et intime, célébrée dans le jardin du manoir Powers, l'endroit même où Henry avait vu ses enfants rire vraiment pour la première fois. Ce n'était pas un événement mondain, c'était une fête de famille. Lily était la demoiselle d'honneur, jetant des pétales de fleurs de pommier rouge le long de l'allée. Léo était le porteur d'alliance, transportant les bagues sur un petit coussin de soie avec l'importance solennelle d'un chevalier en quête sacrée. Rebecca, dans une robe blanche simple et élégante, remonta l'allée, les yeux fixés sur l'homme qui l'attendait, l'homme qu'il avait vu sous son pire jour et l'avait qu'aimé non pas malgré cela, mais à cause de cela. Leurs vœux n'étaient pas remplis de platitudes poétiques, mais de promesses simples et honnêtes. « Je promets de toujours te laisser être désordonné et chaotique, » dit Henry les yeux pétillants. « Et je promets d'essayer, et probablement d'échouer, de ne pas brûler les pancakes. Et je promets, » dit Rebecca d'une voix pleine d'amour, « de toujours garder une épingle à cheveux de rechange à portée de main, juste au cas où. » Alors qu'ils étaient déclarés mari et femme, et qu'ils l'embrassaient sous le ciel d'automne. La maison derrière eux, autrefois monument silencieux au deuil, était remplie par les acclamations de leurs amis et de leur famille. Le cœur de la maison battait à nouveau, fort, vigoureux et plein d'amour. Cette nuit-là, une fois les invités partis et les enfants endormis, Henry et Rebecca se tinrent sur la véranda, regardant le jardin calme sous la lune. « Madame Powers, » dit-il en testant son nouveau nom, « qu'est-ce que ça fait ?» Elle sourit, appuyant sa tête contre son épaule. « On dirait, » dit-elle dans un soupir de contentement, « que je suis enfin chez moi. » Il l'enveloppa de ses bras, la serrant de près. Le milliardaire solitaire et la nounou chaotique, une famille née d'un accident, avaient trouvé leur propre bonheur parfait et imparfait. Le manoir Powers était méconnaissable,
non pas dans sa structure. Le grand escalier de marbre et les portraits imposants des ancêtres de Henri étaient toujours là. Mais dans son âme, le silence avait disparu, remplacé par un bourdonnement de vie constant et joyeux. Un panneau peint à la main, un peu de travers, sur la porte d'entrée, fabriqué par un Léo de 6 ans, disait « Bienvenue dans la maison du bonheur des Powers. Attention aux monstres des chatouilles. » Henry Powers, l'ancien milliardaire solitaire, était à 4 pattes dans le salon, une couverture aux couleurs vives jetée sur son dos. « Rugissement !» grogna-t-il, faisant semblant d'être un dragon. « Je suis le puissant dragon du Mont Canapé, qui ose entrer dans mon antre. » Un Léo de 10 ans, armé d'une épée en plastique, et une Lily de 12 ans, tenant un livre comme un bouclier improvisé, gloussèrent en chargeant. « C'est nous, dragon idiot !» Rebecca observait depuis l'entrée, un sourire chaleureux et satisfait sur le visage. Elle tenait un nouvel ajout à la famille. Clara, 1 an, un bébé pétillant aux yeux brillants, avec les boucles chaotiques de sa mère et les yeux bleus sérieux de son père. Leur vie était un chef-d'œuvre magnifique et chaotique. Henri avait, à la stupeur du monde des affaires, quitté son poste de PDG, actif de Powers Corp. Il restait l'actionnaire majoritaire et le président du conseil d'administration. Mais il avait confié les opérations quotidiennes à un successeur de confiance. Son nouveau titre auto-attribué était directeur général des Lego et chef des opérations Pancakes de la maisonnée Powers. Il avait enfin perfectionné la technique du pancake avec un visage souriant. Rebecca, de son côté, avait trouvé sa véritable vocation. Elle n'était jamais redevenue simplement une nounou. Avec le soutien total de Henri, elle avait lancé le Lighthouse Project, une fondation dédiée à fournir un soutien d'urgence, des ressources de garde d'enfants et des bourses d'études pour les parents isolés et les nounous, confrontés à des difficultés imprévues. La fondation, financée par une partie importante de la fortune personnelle de Henri, avait déjà aidé des centaines de familles à travers l'État. Elle n'était plus seulement Rebecca Morgan, la nono. Elle était Madame Rebecca Powers, une philanthrope respectée et une voix puissante pour les soignants et éducateurs partout dans le monde. Charlotte Deveau, après son humiliation publique, s'était retirée de la société. La bataille pour la garde avait été le dernier clou dans le cercueil de son statut social. Elle avait déménagé en Europe, femme amère et seule, n'étant plus qu'un récit lointain et édifiant dans l'histoire de la famille Powers. « D'accord, je me rends. » Henri rit, s'effondrant sur le tapis alors que ses enfants le chatouillaient victorieusement, jusqu'à ce qu'il abdique. Il regarda Rebecca, les yeux pleins d'un amour qui n'avait fait que s'approfondir avec le temps. « Nous sommes en infériorité numérique. Nous l'avons toujours été, » dit-elle en venant s'asseoir par terre à côté de lui. Bébé Clara tendit une petite main et attrapa une poignée de cheveux de « Henri !» Il grimaça de douleur feinte. « Tu vois, même la nouvelle recrue s'y met. » Plus tard, ce soir-là, une fois les enfants bordés dans leur lit, Henri et Rebecca se tinrent sur la véranda, au même endroit où ils avaient échangé leur premier vrai baiser. La nuit était calme, l'air frais et vivifiant. « Tu sais » dit Henri en l'enveloppant par derrière et en posant son menton sur son épaule. « Je repensais aujourd'hui à ce premier jour. »« Ah, la fameuse affaire de la cave, » dit-elle en riant. « Mon moment le plus professionnel. J'étais tellement en colère, admit-il. J'étais piégé. J'avais l'impression que mon monde entier m'échappait. Je pensais que tu étais le signe que tout s'écroulait. Et était-ce le cas ?» demanda-t-elle en s'appuyant contre son torse. « Oui, » dit-il dans un murmure bas et satisfait. C'était le cas. Mon ancien monde s'est effondré complètement, et Dieu merci pour cela. Il l'embrassa sur le sommet de la tête. Tu n'as pas seulement apporté du chaos dans ma maison silencieuse, Rebecca. Tu l'as ramenée à la vie. Tu m'as ramenée à la vie. Elle se tourna dans ses bras pour lui faire face, ses mains venant encadrer ses joues. Et toi, dit-elle, les yeux brillants d'amour, tu as vu quelque chose dans cette nounou, chaotique et maladroite qu'elle n'avait même pas vue en elle-même. Tu lui as donné sa chance. Tu lui as donné un foyer. Ce fut le meilleur investissement que j'ai jamais fait, chuchota-t-il avant de se pencher pour l'embrasser. Alors qu'ils se tenaient là, l'un contre l'autre, un petit bruit familier résonna du côté de la vieille cave. C'était un léger clic. Ils se séparèrent, se regardant avec de grands yeux horrifiés. « Est-ce que tu... »
commença-t-elle. « Je n'y ai pas touché !» dit-il, un air de panique post-traumatique sur le visage. Ils se précipitèrent dans le couloir et trouvèrent Léo dans son pyjama dinosaure, debout devant la porte de la cave, tenant la grande clé antique. Il rayonnait. « Je jouais au serrurier comme Becca dans l'histoire », annonça-t-il fièrement. « Et j'ai réparé le côté qui coinçait. Ça marche parfaitement. Maintenant, il tourna à nouveau la clé. Clic-clac. Le vieux verrou allemand bougea avec une grâce fluide et facile qu'il n'avait plus possédée depuis un siècle. Henri et Rebecca fixèrent la porte, puis leur fils, puis se regardèrent à nouveau. Et puis ils éclatèrent de rire, un rire profond, incontrôlable et totalement joyeux, qui remplit les couloirs du vieux manoir. « Tu vois ?» dit Rebecca en essuyant une larme de rire tout en attirant son mari et son fils dans un câlin collectif. « Je t'avais dit que je pouvais là. » Réparer. Henri regarda sa famille chaotique, brillante et totalement imprévisible, regarda cette maison qui fut autrefois un tombeau silencieux et qui était maintenant un terrain de jeu. Et il sut, avec une certitude qui était la chose la plus vraie de sa vie, qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Il avait été enfermé dans une cave et, ce faisant, il avait enfin été libéré. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Henri et Rebecca? Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous leur parcours? De la cave verrouillée au foyer heureux? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Et pour tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout, qui croient que parfois, les plus grandes catastrophes mènent aux plus belles destinations. S'il vous plaît, commentez « Ils vécurent heureux ». Nous sommes si reconnaissants de partager ces histoires avec vous. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits qui changeront le monde.